Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session RICATRA qui va être dédiée ce jour à l'insuffisance cardiaque avancée comme toujours et plus particulièrement à la valvulopathie droite grâce à nos deux experts présents physiquement, à savoir le professeur Augustin Kozna à Lille et le docteur Yohan Lavibadi à Toulouse qui sont tous les deux cardiologues, imageurs cardiaques, imageurs interventionnels aussi, qui vont nous donner leur point de vue et grâce à un topo d'Erwan Donal à Rennes qui est aussi majeur et qui nous parlera des thérapeutiques. On commence avec l'évaluation. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup Clément pour l'invitation. Bonjour à tous. On va commencer avec un topo plus imagerie sur l'évaluation multimodale de la valve tricuspide. J'essaie de faire fonctionner mon PowerPoint. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on parle de la valve tricuspide et surtout pourquoi est-ce qu'on en parle dans un format qui est dédié plutôt à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée? Parce que la valve tricuspide, c'est important. Je vous ai mis juste ce graphique. Ce graphique, c'est des patients qui ont une AFEVG à 30%, donc des insuffisants cardiaques. Même chez ces patients-là, le fait d'avoir une fuite tricuspide sévère par rapport aux gens qui n'ont pas de fuite tricuspide, il y a un impact sur le pronostic. Donc finalement, ça va être la même chose dans à peu près tous les cas de figure. La présence d'une fuite tricuspide sévère va aggraver le pronostic des patients. Donc vraiment, c'est vraiment ce qui va nous pousser à nous y intéresser. Ce qui peut peut-être un peu nous repousser et vous repousser dans un premier temps, c'est que finalement, les insuffisances tricuspides, à part les 5 à 10% d'insuffisance tricuspide organique, elles sont souvent secondaires à d'autres problèmes et elles vont pas être isolées et elles vont être compliquées à interpréter dans le contexte global du patient. Et ça va être un petit peu un caillou dans la chaussure surajouté à toute la prise en charge du patient et donc souvent on le met de côté. Et donc j'ai essayé de vous démontrer qu'il ne faut pas. Alors, comment j'évalue une insuffisance tricuspide? D'abord en échographie transthoracique, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ensuite, qu'est-ce que je demande comme examen pour aller plus loin? Donc, la première étape, à mon sens, lorsque vous tombez sur une insuffisance tricuspide en échographie transthoracique, c'est d'identifier le type d'insuffisance tricuspide. Actuellement, on sépare 3 types d'insuffisance tricuspide, avec en premier lieu l'insuffisance tricuspide primaire ou organique. Donc là, vous savez, c'est comme sur la mitrale, c'est une maladie de la valve qui va être des prolapsus volontiers chez les patients qui ont eu des traumatismes, qui va être des atteintes carcinoïdes pour les patients qui ont des tumeurs neuroendocrines. Ces patients-là, ils sont assez marginaux, hein, c'est 5 à 10% des insuffisances tricuspides. L'insuffisance tricuspide, elle est souvent isolée et c'est des patients chez qui vont être simples à gérer et la solution sera souvent chirurgicale. À l'opposé, on a les insuffisances tricuspides secondaires ou fonctionnelles. Et là, ça va être important de différencier deux sous-phénotypes. Vous avez d'une part l'insuffisance tricuspide secondaire atriale et de l'autre part ventriculaire. Alors l'insuffisance tricuspide atriale, ici à gauche, ça va être des patients qui vont avoir essentiellement une maladie de l'anneau tricuspide qui est dilaté avec une dilatation de l'oreillette droite et un ventricule droit qui est plutôt hyperkinétique, petit, triangulaire. Ces patients-là, le tableau classique, c'est la petite dame de 85 ans en fibrillation atriale depuis 20 ans. C'est important de les isoler parce que ces patients-là sont des patients qui ont déjà un meilleur pronostic que les insuffisances tricuspides secondaires ventriculaires et qui ont aussi un meilleur pronostic si on les traite et ça va être des bons candidats aux solutions de traitement percutané. À l'opposé, on a les insuffisances tricuspides secondaires dites ventriculaires, où là, c'est une maladie plutôt du ventricule droit, qui va faire fuir la tricuspide en tirant sur les muscles papillaires. Avec une tricuspide, les feuillets sont déplacés dans la cavité ventriculaire droite, le ventricule droit n'est pas normal, et ça va être les patients les plus graves, les plus difficiles à manager, parce que souvent, l'insuffisance tricuspide secondaire, elle est accompagnée par soit une maladie du VD, soit de l'hypertension artérielle pulmonaire, soit une maladie du cœur gauche, avec des maladies valvulaires du cœur gauche, mais aussi des CMI. Donc, c'est chez ces patients-là qu'il va falloir le plus finement étudier. Si on les étudie bien, ils bénéficient aussi des traitements, mais avec un moins bon pronostic que les insuffisances tricuspides secondaires atriales. Et la troisième classe, peut-être un petit peu nouvelle et artificielle, c'est que finalement, on a séparé les insuffisances tricuspidiennes qui sont en lien avec des sondes de stimulation, parce que finalement, c'est ni organique ni fonctionnel, avec deux sous-types. Le type A dit ou primaire, où là, vous allez avoir en fait les sondes de stimulation, c'est vraiment la cause de la fuite tricuspide, donc vous pouvez tout voir, soit ça refoule le feuillet, soit c'est collé au feuillet, soit ça s'est mis dans l'appareil sous-valvulaire, soit ça transperce le feuillet.
Ça, souvent, c'est des patients qui sont compliqués à manager. Le percutané marche mal quand c'est vraiment la cause. La solution est souvent chirurgicale chez les patients qui peuvent être opérés. Et à l'opposé, on a les insuffisances tricuspidiennes liées à des sondes de stimulation dites secondaires. Là, ça va plutôt être des patients chez qui on ne sait pas. Il y a une sonde, elle bouge, elle n'est pas accrochée au feuillet. Probablement que ça joue un peu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de dilatation de l'anneau. Et ces patients-là, il faut les différencier parce que c'est des patients qui, en règle générale, on va pouvoir traiter éventuellement en percutané. La sonde ne sera pas trop gênante. Donc voilà, pour résumer, trois types de malades vraiment et deux sous-types. Donc les insuffisances tricuspidiennes primaires faciles, maladie isolée de la valve, les secondaires à autre chose, mais d'un côté les atriales où c'est quand même quasiment isolé, souvent lié à l'AFA, ces patients-là sont des patients qui ont un meilleur pronostic et qui vont bien répondre au traitement percutané. Les ventriculaires, c'est les plus compliqués, il va falloir avoir une analyse très fine de tout ce qu'il y a autour de la tricuspide. Et enfin, les sondes de stimulation, type A et type B, c'est peut-être un peu moins important et plus difficile dans la pratique quotidienne à séparer, mais c'est important à connaître. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous savez sur quoi vous partez, évidemment, il va falloir quantifier. Alors, comment est-ce que je quantifie? D'abord, en restant simple. On va associer des éléments visuels semi-quantitatifs et des éléments quantitatifs. Vous allez voir que les éléments quantitatifs sont relativement décevants et donc il faut s'attarder à regarder les éléments visuels. Donc évidemment le flux couleur, donc ça marche pas à tous les coups, mais c'est vrai que lorsque vous avez comme à gauche un flux couleur qui prend toute l'oreillette, la fuite elle est probablement sévère, et lorsque vous avez comme à droite pas de flux couleur ou un mini flamèche, la fuite elle est minime. Ça va être la même chose et c'est à mon sens encore plus important sur le mécanisme de la fuite, c'est-à-dire que si vous avez un flail, donc un prolapsus complet, un éversement d'un feuillet, si vous avez un gros gap de coaptation, comme ici les feuillets ne se touchent pas, la fuite elle est sévère, c'est sûr à 100%, c'est pas la peine de tourner autour, votre fuite est sévère. Dans la mesure où les feuillets ne se touchent pas, la fuite elle peut pas être minime, complètement, particulièrement sur une tricuspide. Ensuite, on va regarder un petit peu au Doppler. Comme sur la mitrale, le Doppler, si vous avez un Doppler très dense, très triangulaire, le Doppler continu, c'est plutôt en faveur d'une fuite sévère. S'il est peu dense, pas complet, la fuite est probablement pas sévère. Enfin, vous pouvez vous aider du flux veineux hépatique. Donc, c'est pas si facile à faire que ça. Vous le faites en sous-costal, en expiration forcée. Et s'il est inversé, alors c'est pas pathognomonique d'insuffisance tricuspide sévère, mais c'est aussi en faveur, s'il est inversé, d'une fuite tricuspidienne sévère. Et donc, finalement, déjà, ça, c'est en quelques secondes, vous avez ça avec votre tir Doppler. Vous avez déjà une bonne idée de ce sur quoi vous vous lancez. Et donc, si vous avez une suspicion d'insuffisance tricuspide sévère ou moins moyenne, vous allez faire de la quantification. La première quantification, ça va être la vena contracta. La vena contracta dans la tricuspide, on le fait volontiers en biplan, donc vous voyez les deux mesures, une mesure en parasternal modifiée, en long axe, et une mesure en 4 cavités avec un cutoff qui est à 7 mm. Vous allez essayer de faire de la PISA. La PISA, c'est la même chose que sur la mitrale. Finalement, on y arrive très vite parce que c'est facile à faire. C'est d'autant plus facile à faire sur la tricuspide que c'est souvent en face du capteur. Les cutoffs, la SOR, c'est 40 mm², c'est comme sur la mitrale. Attention, le volume régurgité, c'est moins, c'est 45 mm. Alors ça, c'est bien parce que c'est quasiment tout le temps, on peut toujours l'obtenir, mais il y a beaucoup de limites. Les limites, elles sont là. Les principales limites, c'est que, bon, voilà, on dit, là, c'est pas une boule, en fait, la PISA dans la tricuspide, c'est une forme urquinoïde, bon, on dirait une patate, c'est une forme de patate, donc finalement, ça pose des problèmes. Votre rayon de PISA, vous le prenez où? Si vous le prenez au milieu, il est petit, si vous le prenez sur les côtés, il est large. Ensuite, on parle des insuffisances mitrales secondaires en disant qu'on va faire de PISA parce que l'orifice il est en croissant, mais c'est pire sur la tricuspide. L'orifice, souvent, c'est une étoile. Donc, bon, la validité du truc, on peut la discuter. Ensuite, ça va dépendre des feuillets. Si les feuillets sont à plat, ça marche, mais dès lors qu'il y a un tenting et que les feuillets ne sont pas à plat, on est censé amener au calcul de la PISA un angle de correction. Enfin, la dernière chose, et ça on l'observe vraiment très souvent, c'est que le rayon de PISA, il varie beaucoup selon les cycles cardiaques déjà, selon l'expiration et l'inspiration, et au cours du même cycle, il va varier. Donc, quand est-ce qu'on doit le prendre? Normalement, effectivement, au niveau du pic de la Vmax, mais ça pose question. Des fois, on peut faire varier du simple au double. Donc voilà, gardez en tête que c'est ce qu'on va utiliser, mais que ça marche pas très bien. Ce qu'on devrait utiliser, ce que toutes les études nous demandent d'utiliser, c'est effectivement pour s'affranchir de tous ces problèmes, c'est la mesure de la vena contracta 3D. Donc, vous faites une 3D couleur en échographie transthoracique et grâce au MPR, vous mesurez l'air de la vena contracta. Ça va bien marcher sur les très grosses fuites parce qu'on y voit.
ça va pas très bien marcher sur les petites fuites. Donc oui, pour les études, oui, si vous voulez séparer les grosses fuites, on verra après, entre massif et torrentiel, difficile sur les fuites moyennes. Donc voilà, l'attitude, ça, on va y passer de quelques secondes. Comment est-ce qu'on essaie de se faire son idée? Ça, c'est ce qu'on avait fait pour l'école numérique de cardiologie, site sur lequel je vous recommande de vous rendre si vous ne le connaissez pas, et c'est inspiré des recommandations de l'ASE et la Société européenne d'imagerie cardiaque. C'est donc une analyse multiparamètre. Donc, vous devez d'abord faire ce que je vous ai dit, regarder votre fuite. Regardez un petit peu le Doppler couleur, le reflux dans les veines sushépatiques. Avec ça, soit vous avez la plupart des critères qui sont en faveur d'une insuffisance tricuspidienne minime, auquel cas ça ne sert à rien de la quantifier, elle est minime. Soit vous avez tout qui vous dit qu'elle est sévère, auquel cas vous ne lancez pas dans une PISA qui ne sera pas valable, votre fuite elle est sévère, mais à partir, vous ne reviendrez pas dessus. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous voulez séparer votre insuffisance tricuspide sévère en sévère massif ou torrentiel. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, on a montré que finalement, le cutoff de l'insuffisance tricuspide sévère, il était réel. C'est des patients qui vont plus mourir. Mais après, il y a encore plus grave, il y a encore plus grave. Il y a massif, il y a torrentiel, il y a vraiment un continuum. Un patient qui a une insuffisance tricuspidienne torrentielle, il va plus mourir qu'un patient qui a une insuffisance tricuspidienne sévère. Et donc, ces patients, on les sépare. Donc, quand elles sont franchement sévères, ça vaut le coup, là, pour le coup, de faire un peu de quantification, essayer de faire de la vena contractile 3D pour les séparer, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le même pronostic quand ils ne sont pas traités, et même lorsqu'ils sont traités, ils n'ont pas le même pronostic. Au milieu, quand vous ne savez pas, il faut vous efforcer de faire cette quantification pour séparer vos patients. Voilà. En règle générale, ça reste quand même une quantification, l'insuffisance tricuspidienne, moins difficile que par exemple la suffisance aortique. On a une valvulopathie qui se trouve en face du capteur de TT, donc on s'en sort. Gardez en tête que ça peut varier, tout ça c'est un continuum, mais la tendance globale c'est que sur ces 5 grades d'insuffisance tricuspide, eh bien si vous laissez courir les choses, ça va s'aggraver, principalement si vous avez de l'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle, parce que finalement le fait que ça fuit va dilater l'oreillette droite, va dilater l'anneau, va augmenter le gap de coaptation, donc ça va fuir plus, ça va fuir plus, ça va fuir plus, jusqu'à la mort. Donc une fois qu'on a vu ça, on n'est pas sorti d'affaire. On n'est pas sorti d'affaire parce que, comme je vous l'ai dit, les insuffisances tricuspidiennes primaires, elles sont minoritaires, ça va arriver une fois sur 10. Et donc celle-là, oui, le reste, il faut l'évaluer, mais ça va être moins important. Mais les autres, ce sont des insuffisances tricuspidiennes qui sont fonctionnelles. Donc en règle générale, il y a des problèmes ailleurs. Et la première chose à regarder, c'est le ventricule droit. La tricuspide, elle est dans le ventricule droit. Il faut regarder si ce ventricule droit, il fonctionne correctement ou si c'est lui la cause. Donc ça va être particulièrement vrai dans les insuffisances tricuspidiennes secondaires, dites ventriculaires. Alors comment je l'évalue? En fait, vous allez voir, c'est simple. On évalue finalement comme tout ventricule droit. On va utiliser les paramètres longitudinaux, le TAPS et l'onde S. Je vais revenir après sur les cutoffs. On va utiliser volontiers le strain de la paroi libre VD, maintenant qui est disponible quasiment sur toutes les machines. Si votre machine n'a pas le strain VD, mais elle a du strain classique, vous faites croire à votre machine que c'est une 3 cavités et vous supprimez les croix du septum et vous aurez votre strain de la paroi libre. Sur certaines machines, vous pouvez utiliser la méthode 3D de quantification de la FEVD. Donc ça, c'est intéressant quand on y voit bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, pour les cutoffs, finalement, il y a eu pas mal de choses. Les cutoffs sont vraiment très différents dans la littérature selon les circonstances. C'est vrai que ça va pas être le même cutoff pronostic si vous faites rien à votre patient, le même cutoff pronostic avant une chirurgie cardiaque, le même cutoff pronostic avant finalement un traitement percutané. Et là, ça a été récemment cette année défini, en tout cas pour les études futures et pour la pratique, ce que ça voulait dire dans un contexte d'insuffisance tricuspide, une dysfonction VD, et finalement, ils ont retenu un petit peu les seuils classiques. Le TAPS, normalement, doit être au-dessus de 17. Finalement, l'onde S au-dessus de 11. C'est les cutoffs classiques un tout petit peu plus élevés parce que normalement, vous avez une hyperfonction VD lorsque vous avez une fuite tricuspidienne. Le strain de la paroi libre, c'est plutôt 22, la norme. La fraction de raccourcissement, c'est plutôt 37%. Et 50% pour la fraction d'éjection ventriculaire droite en écho. Quand c'est 45%, c'est du tout venant, mais c'est pas tant une faute que ça de garder les cutoffs habituels. Finalement, il n'y a pas tant de surprises. Déjà, si vous faites ces paramètres, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Si vous êtes dépassé en écho, si c'est pas facile, c'est là que la première étape du multimodal va intervenir. Le meilleur outil, très clairement, c'est l'IRM cardiaque. Le meilleur outil
pour la quantification de la FEVD de façon fiable et reproductible, c'est l'IRM cardiaque, donc ça va vraiment être la place de choix. Et vous pouvez aussi avoir une deuxième quantification de votre insuffisance tricuspidienne sur votre IRM cardiaque, finalement en faisant la différence entre votre volume d'éjection en Simpson sur le VD et votre volume d'éjection mesuré par contraste de phase au niveau de l'artère pulmonaire. Vous pouvez aussi le faire au niveau de l'aorte. Ça marche bien, mais ça a quand même pas mal de limites, notamment sur la reproductibilité. Deuxième outil multimodal que vous pouvez utiliser, nous on l'utilise beaucoup, mais essentiellement parce que c'est disponible. À mon sens, ça marche pas hyper bien. C'est la FEVD isotopique. Donc, dans le meilleur des mondes, ça vous donne une fraction d'éjection ventriculaire droite qui fonctionne. Le problème, c'est que sur les insuffisances tricuspidiennes, l'oreillette droite est très dilatée et souvent, le logiciel a du mal à discriminer l'oreillette droite du ventricule droit. Donc, le logiciel vous prend un peu d'oreillette droite dans son calcul et ça fausse tout. Vous avez fait votre troisième étape, donc vous savez que votre insuffisance tricuspidienne elle est sévère, le VD a l'air de fonctionner, c'est pas trop ça le problème, eh bien on n'a pas fini. Il faut regarder ce qu'il y a après. Est-ce que finalement c'est pas une question de maladie du cœur gauche ou d'élévation des pressions pulmonaires? Et là, il n'y a pas 36 façons. Vous pouvez approcher ça en échographie, mais vous savez que lorsque vous avez une insuffisance tricuspidienne sévère, quand elle est laminaire, on ne peut pas utiliser l'insuffisance tricuspidienne pour calculer les PAPS. Le Doppler sous-pulmonaire a ses limites, et donc chez ces patients-là, on va volontiers au cathétérisme droit. Le cathétérisme droit, il va tout vous donner comme information. Il va vous donner des informations déjà sur la sévérité de l'insuffisance tricuspidienne. En tout cas, généralement, on va avoir une certaine ventricularisation des pressions de l'oreillette droite, et surtout, on va avoir les pressions pulmonaires. On va avoir le profil à gauche avec le capillaire pulmonaire, et donc on va pouvoir éliminer une élévation des pressions à gauche. Et donc avec ça, on peut faire tout. On peut tout voir. Dans le contexte de l'insuffisance cardiaque, ça va peut-être nous faire dire que finalement, le patient, il a de l'HTAP post-capillaire sévère. Il a une fuite tricuspidienne fonctionnelle sévère, certes, mais ça ne semble pas être le problème. Il va être accessible à l'optimisation thérapeutique, à l'augmentation des diurétiques. On va peut-être découvrir une onde V et découvrir une maladie mitrale qu'on avait loupée, et donc on va les traiter à gauche. Ou alors, à l'inverse, on va se rendre compte que notre patient, il est symptomatique, il a une insuffisance tricuspidienne qui est sévère, et pourtant, il a un profil de pression à gauche et dans l'artère pulmonaire qui est normal. Et donc, ces patients-là, ça va être les patients idéaux pour le traitement percutané de la tricuspide Erwan Weyerovic. La dernière étape, c'est l'imagerie préthérapeutique. C'est que finalement, avec ça, quasiment qu'avec l'ETT et le cathétérisme droit, on fait le tour des choses, éventuellement l'IRM cardiaque pour s'aider. Mais si on veut traiter et spécifiquement en percutaner les patients, on va devoir aller un petit peu plus loin et on doit devoir s'aider de deux autres modalités d'imagerie qui sont le scanner cardiaque et le T. Le scanner cardiaque, je vais passer très vite dessus parce que c'est pour l'instant marginal et c'est essentiellement dans le contexte des prothèses percutanées. Les prothèses percutanées, il n'y en a aucune qui est pour l'instant commercialisée, même si la prothèse Evoque d'Edwards qui est marquée CE, qui va arriver sur une utilisation commerciale, mais le reste, c'est de la recherche. Et donc, pour les prothèses, on a besoin d'un scanner pour des mesures précises de l'anneau, des rapports avec le ventricule droit, avec le septum, et vérifier que la prothèse va pouvoir être posée chez le patient. Et donc, pour l'instant, tous les constructeurs ont des mesures différentes, des façons d'aborder les choses différentes. Donc ça, c'est pas quelque chose que l'on peut apprendre. Mais en tout cas, avoir la culture du fait qu'il est nécessaire d'avoir un scanner cardiaque avant de poser une prothèse tricuspidienne, ça me paraît important. De notre côté, ça va être plutôt, de notre côté de cardiologue, ça va plutôt être l'échographie transœsophagienne. L'échographie transœsophagienne, elle sera importante pour les prothèses parce qu'il faut quand même aussi voir et ça va permettre de guider. Mais actuellement, c'est essentiellement pour le traitement percutané de la tricuspide, à savoir le TriClip ou le Pascal. Alors, pour ce LETO, je vais juste vous donner les bases parce que vraiment, à mon sens, en 2023, c'est encore de l'échographie transœsophagienne d'expert, de bien étudier une tricuspide, mais il faut quand même avoir quelques notions. Alors, il faut pour ça aller un petit peu plus loin dans l'anatomie de la tricuspide. Donc, la tricuspide, vous le savez, c'est la valve atrioventriculaire à droite. Il y a normalement 3 feuillets, septal, antérieur, postérieur. Jusqu'à là, c'est ça. On va avoir besoin de connaître l'appareil sous-valvulaire de la tricuspide. L'appareil sous-valvulaire de la tricuspide, il est un peu particulier parce que vous avez 3 muscles papillaires et vous en avez un qui est très gros. Très gros, c'est le muscle papillaire antérieur et celui-là, il a comme particularité de donner moitié de cordage pour le feuillet antérieur et moitié de cordage pour le feuillet postérieur. Et donc, nous, on va l'utiliser
comme frontière, limite entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, parce que lui, on le visualise très bien en ETO. Donc finalement, on va utiliser ça comme repère et on va utiliser d'autres repères anatomiques parce qu'on a besoin de comprendre où on est. L'autre repère qu'on va utiliser, c'est l'aorte. L'aorte, elle est facile à voir en ETO et ce qu'on sait, c'est que l'aorte, elle est toujours en face de la commissure antéroseptale. Donc finalement, quand vous avez l'aorte, juste à côté, vous avez la commissure entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Donc vous pouvez l'avoir en tête. Donc toutes les images où vous verrez plus ou moins l'aorte, vous serez proche de l'aorte, il y aura l'un des deux. Et ensuite, ce qui est facile à voir, c'est le septum interatrial et interventriculaire. Et le septum, il est à côté du feuillet septal. Voilà, donc septum, aorte pour la limite entre le feuillet septal et le feuillet antérieur, et le muscle papillaire antérieur pour la limite entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Donc avec ça, on va pouvoir affiner un petit peu le phénotype de la valve. Et donc on sait aussi depuis maintenant plus de 2 ans que nos patients ne sont pas du tout tous tricuspides. En réalité, il n'y en a que la moitié qui ont des valves tricuspides. L'autre moitié a plutôt des valves quadricuspides, voire des fois pentacuspides. Et donc, on va utiliser les repères dont on a parlé pour pouvoir préciser comment est la valve, combien il y a de segments du feuillet antérieur ou du feuillet postérieur. Donc voilà, si on reprend les mêmes repères que tout à l'heure, par exemple, là, je vais vous mettre une valve dessus. Et bien là, ici, le septum, on sait que c'est le feuillet septal. L'aorte, on sait que c'est la séparation entre septal et antérieur. Le muscle papillaire, la petite étoile ici, c'est la séparation entre antérieur et postérieur. Ici, on a 2 feuillets postérieurs, donc on sait très bien qu'on a une valve quadricuspide avec 2 feuillets postérieurs. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que plus vous avez de feuillets sur la tricuspide, plus c'est difficile à traiter en percutané. Donc c'est une information qui est importante. Les patients vraiment tricuspides purs, c'est les patients qui sont idéaux. C'est facile à faire. Les patients pentacuspides, c'est difficile. Et donc voilà, comme ça, on va avoir en ETO, là c'est en vue transgastrique, toutes les variétés de tricuspides que vous pouvez avoir, 2 feuillets septaux, 2 feuillets antérieurs, 2 feuillets postérieurs, 3 feuillets postérieurs, vous avez tout. Donc la première coupe, et à mon sens la plus importante en ETO, c'est la coupe transgastrique, parce qu'elle vous permet de voir tout ça. Et donc celle-là, vous l'obtenez sur une transgastrique relativement profonde, il faut béquiller à fond pour faire remonter votre secteur, et on dit toujours qu'elle est à 0 degré. Dans la pratique, elle est plutôt aux alentours de 30 degrés, 50 degrés. Si jamais vous la trouvez pas comme ça, vous pouvez essayer d'avoir en transgastrique un long axe sur la tricuspide et vous utilisez le X-plan pour retrouver votre petit axe. Là-dessus, vraiment, c'est la coupe la plus importante parce que on va pouvoir voir donc la morphologie, mais surtout pour le percutané, c'est sur cette coupe qu'on va préciser la largeur des gaps de coaptation et c'est là-dessus qu'on va pouvoir dire si oui ou non on peut faire. Et donc les gaps de coaptation, c'est pas en ETT, c'est vraiment en ETO en transgastrique, dans l'incidence où on pense que l'on va poser les clips. Et donc là on mesure, et c'est vrai que si ça dépasse 7 mm, c'est pas bon, on peut faire jusqu'à 1 cm, au-delà d'un centimètre, on peut pas. La deuxième vue qu'on va utiliser, c'est une sorte de vue intercommissurale de la tricuspide, complètement artificielle, qu'on se crée. Et donc ça, on va aller chercher un petit axe RV inflow outflow vers 60 degrés. On va essayer de faire apparaître sur l'image le muscle papillaire antérieur, l'aorte, pour avoir nos repères. On sait que l'aorte est antérieure, ça, le côté droit est antérieur. On sait que ça fait le muscle papillaire fait la séparation entre le feuillet antérieur et postérieur. Donc on sait qu'à l'écran, on a feuillet antérieur, feuillet postérieur. Voilà, la coupe, elle passe comme ça. Et là, on va utiliser notre biplan. Et on sait que donc si on tire sur le feuillet antérieur ici, on fait apparaître le feuillet septal derrière. Donc on va voir la coaptation septale antérieure. Et si on passe de l'autre côté du muscle papillaire avec notre biplan, eh bien on va voir le feuillet septal et le feuillet postérieur. Et donc ça va nous donner toutes les informations. Et c'est des images qui, notamment, on va utiliser lors des procédures de Tricklick ou de Pascal pour faire le grasping. Le grasping, c'est lorsqu'on attrape les feuillets, donc c'est des coupes importantes à avoir. Voilà, je voulais juste vous donner des idées clés et on ne va pas aller plus loin sur le l'ETO, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose, c'est que finalement, c'est relativement simple dans les insuffisances tricuspidiennes organiques parce que souvent on a juste à quantifier, comprendre le mécanisme, voir la fonction VD, et généralement, c'est des patients qu'on va référer à la chirurgie, où ça va être assez simple. Pour toutes les autres qui sont fonctionnelles, ça va être compliqué, et il faut avoir toute la chaîne en tête. Toute la chaîne, ça veut dire la clinique, les symptômes, est-ce que mon patient est symptomatique ou non, mais aussi comment marche le VD, comment sont les pressions pulmonaires, comment marche le VG.
Et finalement, vous en sortez avec une ETT et un bon interrogatoire chez la plupart des malades. Lorsque vous avez une insuffisance tricuspidienne qui est sévère et que vous avez envie de traiter, vous n'allez pas pouvoir vous passer du cathétérisme droit pour être sûr à 100% de l'état des pressions au niveau intracardiaque. Et peut-être qu'Erwan va en reparler tout à l'heure, mais les patients qui ont une HTAP à plus de 60 de PAPS, alors maintenant c'est 70, et en tout cas plus de 4 de résistance, on les traite pas en percutané. Et s'il y a un doute sur la FEVD, on fait une IRM cardiaque, ça peut être aussi intéressant en pré-chirurgie cardiaque. Nous, on le fait en pré-chirurgie cardiaque. Et si vraiment vous devez aller vers du percutané, évidemment, il vous faut une ETO. Et si c'est une prothèse, il vous faut un scanner. Je vous remercie pour votre attention. Merci Johan. Bonjour à tous. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Bravo Johan pour ce très beau topo. Vraiment extrêmement clair. J'ai reconnu tes beaux schémas, ce que tu fais habituellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur l'approche d'évaluation, à la fois sur les mécanismes, la sévérité, les conséquences dans un troisième temps et la place de l'échographie transthoracique est clé. Hein, on le voit très très bien sur la tricuspide, beaucoup plus que pour les autres valvulopathies. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour avoir beaucoup d'informations en tant qu'imageur. J'avais quelques petites questions à te poser sur l'approche notamment de. On a tous des problématiques lorsqu'on voit des gens avec des insuffisances tricuspides qui se présentent en des conditions de charge un petit peu inadaptées. On a tous des malades qui arrivent en insuffisance cardiaque, on met un coup d'écoqueur, ils ont une fuite de haut grade et puis on met 40 mg de l'azilix et la fuite a diminué. Comment tu conseilles aux gens de l'évaluer, ces gens-là? Est-ce que tu le fais en fin d'hospite? Est-ce que tu les refais un petit peu à distance, tu les fais revenir? Quelle est un peu la façon dont tu évalues ces gens en fonction des conditions de charge qui sont très très variables dans la fuite tricuspide? Bah, c'est un peu un casse-tête, hein, parce que finalement, ça va être comme sur l'insuffisance mitrale secondaire, on ne sait pas quel est le meilleur moment. Le meilleur moment, pour être sûr que ça impacte la vie du malade, c'est le malade qui est ambulatoire, qui est en euvolémie, en tout cas dans les conditions de volémie qu'il a chez lui, et qui vient avec ses symptômes. Et là, on pose l'écho et on essaie de voir un petit peu ce qui correspond à ces symptômes. Probablement que le patient qui est en décompensation cardiaque va avoir une fuite qui est beaucoup trop sévère. On va avoir des difficultés à l'évaluer, on va la surévaluer, donc c'est pas le bon moment. Et le patient qui sort d'hospice, qui est lyophilisé, c'est probablement pas le bon moment non plus parce qu'il n'est pas du tout dans ses conditions de vie quotidienne et il va souvent ne plus avoir de fuite tricuspide, alors qu'au finalement il peut être gêné. Donc je pense que c'est bien l'échographie à la phase aiguë pour identifier les malades, ceux qu'on va revoir, mais il faut vraiment les revoir. D'abord les optimiser parce que encore une fois, c'est les insuffisances tricuspides sur la plupart du temps fonctionnelles, donc vraiment qu'ils soient bien traités correctement pour tout ce qu'il y a à traiter chez eux. Et ensuite on les revoit moi je pense qu'effectivement des patients ambulatoires qui viennent, qui peuvent décrire en même temps que l'écho leurs symptômes dans leur vie de tous les jours, je pense que c'est le meilleur moment. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on fait ici aussi. Hein, nous, globalement, les gens, on les screen pendant la période hospitalière. Si jamais on a besoin de les réévaluer dans les conditions qui sont. L'hôpital, c'est pas la vraie vie. Hein. Donc les gens, ils vont manger du sel à la maison. Les gens, ils vont pas forcément prendre les mêmes doses de diurétiques. Donc on les revoit un petit peu à distance de manière rapprochée au labo d'écho. Ce que l'on fait également, c'est que si on part sur une stratégie de prise en charge percutanée notamment, on les fait revenir pour un bilan complet. Donc le cathé droit, tu l'as dit, c'est obligatoire. On ne fait pas une évaluation de tricuspide sans cathé droit, en tout cas de tricuspide d'indication opératoire sans cathé droit. On les fait venir pour faire également généralement l'imagerie en coupe et on fait le TO. Généralement, c'est une anesthésie générale après avoir fait un petit peu de diurétique. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'être dans les conditions qui vont être celles que l'on va avoir au bloc opératoire. C'est ce que l'on fait ici. On ne fait pas forcément la transto à ce moment-là d'ailleurs, pour effectivement se rapprocher, avoir des gaps de cooptation, enfin des défauts de cooptation qui soient à peu près ce que l'on aura au bloc opératoire. Ce que j'aime bien aussi ton approche sur la façon d'évoluer les volumes. Une chose que nous on fait pas mal, tu l'as très bien dit, je l'ai dit en IRM. Alors IRM, c'est intéressant pour le ventricule droit, c'est le gold standard. Faut pas oublier qu'il y a quand même 80% des malades qui sont en fibrillation atriale, donc on est parfois un petit peu limité par ça pour utiliser l'IRM. Ce que l'on fait parfois, c'est que on sait que le paramètre le plus important dans l'évaluation de la valvulopathie, c'est le volume régurgité plus que l'assort, ce qui est le plus pronostic, notamment dans la mitrale.
Donc nous, on compare le volume en 3D en écho qui disparaît du ventricule droit de ce qui passe en sous-pulmonaire. Donc c'est très intéressant lorsqu'on a plein de rayons de Pisa, lorsqu'on parfois on a plusieurs G et qu'on ne peut pas additionner pour avoir une idée de la quantité de volume qui revient à rétro. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise pas mal. Bien sûr, sous réserve qu'avec la F1, on soit un peu limité. Dernière petite chose, je ne sais pas si tu l'utilises beaucoup, on le fait un peu plus maintenant. C'est très difficile d'évaluer la fonction ventriculaire droite dans l'IT. Moi, je ne sais pas ce que je raconte dans l'IT. C'est très très difficile. Tu as très bien cité les nouvelles recommandations, le consensus de la TIVARC là. Il y a un nouveau paramètre qui apparaît de plus en plus, qui est le fait de rapporter un paramètre de fonction, un paramètre de pression, donc le couplage ventriculo-artériel, le rapport entre le TAPS et la PAPS. Il y a quelques papiers, il y a eu 2 papiers qui ont été faits dans la prise en charge percutanée de l'IT, qui montrent que c'est pronostic, et que les gens qui ont un TAPS très bas avec une PAPS élevée, donc un couplage plutôt bas, on sont plus mauvais pronostics même si on corrige la fuite. Donc nous on le fait de manière systématique ici au labo d'écho. C'est pas ce qui va nous contre-indiquer un malade pour une prise en charge, mais ça permet d'avoir une approche multiparamétrique. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors en fait, je le faisais. En fait, la difficulté de ce rapport, c'est que en fait, il a été effectivement testé dans plein de situations. Donc, les pneumologues pour l'HTAP précapillaire vont nous le demander aussi, mais les cutoffs sont différents. Donc, c'est vraiment difficile. Il me semble que pour le traitement percutané de la tricuspide, le cutoff il est à 0,40 ou un truc comme ça. Et du coup, en pratique clinique, moi, je me souviens jamais exactement du cutoff. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une discordance entre les pressions artérielles pulmonaires en cathétérisme droit et en échographie. Et donc, sur ce rapport, on utilise les pressions pulmonaires en échographie. Et finalement, bah, c'est les patients qui ont la plus grosse discordance entre l'échographie et le cathétérisme droit qui ont le plus mauvais pronostic. Et ben, ça ressort aussi par là, en fait. C'est ceux qui vont avoir une VMAX la plus basse, qui, sur le rapport, vont être le moins bien. Donc oui, ça marche. Ça a ses limites, comme tout rapport, ça marche bien parce qu'il y a un chiffre très précis pour les études. Dans la pratique quotidienne, comme tu l'as dit, c'est difficile de contre-indiquer ou pas un malade avec, mais c'est un paramètre. C'est un paramètre que finalement, a posteriori, tout le monde peut avoir, parce que si vous avez bien fait les choses, vous avez la VMAX et vous avez le TAPS. Alors c'était un sujet de travail hein, de faire la PAPS en cathé droit, le TAPS en écho et de voir si ce rapport-là est un peu plus pronostique. Ouais. On en discute. Est-ce que Clément, tu avais des questions, des choses à ajouter? Et merci beaucoup pour ces échanges. Non, j'ai une question sur la FA, mais peut-être que sur le topo d'Erwan, il va l'évoquer. Sinon, je me ferai un plaisir de vous la poser après sur le traitement potentiel de la FA avant, après la prise en charge de l'IT. Et si vous êtes OK, je vous propose de lancer le topo d'Erwan. Et puis, avec ça, et vous me répondrez, j'en suis sûr, si Erwan ne l'a pas fait. Alors, juste, vous allez me dire, comme je vais lancer le topo d'Erwan, si